I think everyone who knows Rwanda's path from the crisis of 1994 until the present will celebrate what has been achieved, and I think its impacts on the East African community have been very considerable as well. Nyala, I'm now going to come to you, if I may, and Côte d'Ivoire is not only a pillar of ECOWAS, but self-evidently a long-standing anchor of the relationship between France and hence Europe and West Africa in a highly significant way over a long period of time. And Nyala is a distinguished economist whose engagement with her present portfolio has actually pushed up the growth rate in Côte d'Ivoire quite remarkably in the course of the last number of years, so she deserves an enormous amount of personal credit for that. You're jolly close to double figures in respect of a growth. The last figure I saw in respect of expectations is 9.9%. That's pretty extraordinary anywhere in the world, so quite remarkable. Nyala, over to you. Merci. Permettez-moi de m'exprimer en français. Évidemment. Donc, pour ceux qui ont besoin d'un casque, vous dire que je suis déjà honorée de représenter le vice-président qui a dû rentrer en Côte d'Ivoire. C'est lui qui était invité sur ce panel. Je voudrais, avant de commencer, donc reconnaître la qualité des débats auxquels j'ai assisté et dire que donc, je suis honorée de prendre part au panel. En ce qui concerne donc la CEDEAO, dont je suis amenée à donner le point de vue, il faut dire que c'est cette communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Pour donner un aperçu, c'est une union économique et douanière créée en 1975 qui comporte 15 États, 2 blocs anglophones et francophones, donc 15 États, forte d'environ 400 millions de consommateurs, soit à peu près le tiers de la population de l'Afrique. Et pour caractériser un peu ces États, dire que parmi ces 15 États, 11 sont des PMA. Notre sous-région a le taux de fécondité le plus élevé au monde et dire aussi le poids de la jeunesse dans la population. Au plan économique, cette union, ou je l'ai dit, une union économique et douanière, nous avons le droit d'établissement, également la libre circulation des personnes et des biens entre les États membres, incarne une ambition collective pour un développement économique inclusif dans la paix et l'intégration régionale. Les défis de la sous-région sont importants et fort de ces défis, donc la CEDEAO en 2022 a adopté un document de planification avec 5 piliers importants: la paix, la sécurité, la stabilité, la gouvernance et l'état de droit, l'intégration économique, la connectivité, la transformation, le développement durable et l'inclusion sociale. Vous l'aurez noté, ils sont un peu en cohérence avec l'agenda 2063 dont Madame a parlé tout à l'heure. C'est vrai que la Côte d'Ivoire, qui est membre de cette union douanière, est un membre important. La Côte d'Ivoire est le pays le plus important, on va dire, du bloc francophone qui a le franc CFA en commun. La Côte d'Ivoire, jusqu'à aujourd'hui, revendique 40% du produit intérieur brut des 8 États membres de l'UEMOA, pour indiquer son rôle de premier plan et en même temps rôle de premier plan dans le développement de la CEDEAO. Et grâce à son dynamisme économique, la Côte d'Ivoire reste aujourd'hui encore un pôle d'attraction pour les investissements et une plateforme pour l'intégration régionale. Alors, ces pays, donc notre zone économique aujourd'hui, elle fait face à un certain nombre de défis. Des défis donc en lien avec la région du Sahel qui est confrontée à une crise multidimensionnelle, l'insécurité due à l'expansion du terrorisme, l'instabilité politique, les défis climatiques, les défis économiques, défis dont les conséquences, bien entendu, ne se limitent pas au Sahel, concernent aussi les pays côtiers comme mon pays, mais également, on peut dire, défis qui concernent toute l'Afrique de l'Ouest.
Et les solutions pour un développement durable pour le Sahel doivent bien entendu adresser les causes profondes des conflits qui menacent notre intégration, notre zone d'intégration économique, à savoir la pauvreté, l'insécurité alimentaire, le chômage des jeunes, le manque de perspectives pour les jeunes, etc. Pour relever ces défis et construire un avenir durable, nous avons 3 axes prioritaires nous semblent s'imposer. D'abord, le renforcement de la coopération régionale. La CEDEAO elle-même doit intensifier ses efforts pour lutter contre l'insécurité à travers des initiatives communes. Vous vous souviendrez que l'un des griefs des États, les 3 États, Mali, Burkina, Niger, donc, qui ont créé l'AES, l'un des griefs qu'ils ont fait à la CEDEAO est la faiblesse de la solidarité face aux fléaux sécuritaires. La CEDEAO donc doit à la fois lutter contre l'insécurité, se renforcer et également étendre cette intégration régionale parce qu'il faut en convenir, nous sommes de petits États. Seul, il est difficile donc de mener une marche, j'allais dire glorieuse vers le développement. Nous devons nous inscrire dans des ensembles plus grands. Le deuxième axe prioritaire, c'est la mobilisation des partenariats internationaux. À cet égard, je voudrais dire qu'il est heureux de constater que les partenaires au développement, notamment les multilatéraux tels que la Banque mondiale, considèrent désormais que la sécurité est un bien commun et acceptent d'y investir. Et dans ce contexte, l'implication de la communauté internationale auprès de la sous-région pour mobiliser des financements adéquats ainsi que de l'expertise en vue de combattre le terrorisme et restaurer la paix et la sécurité reste crucial. Le troisième point, c'est stimuler le développement économique. Je l'ai dit tantôt, 11 des 15 pays sont des PMA et une réponse durable à la crise sécuritaire et à l'extrémisme violent passe par la création d'opportunités économiques et une amélioration des conditions de vie des populations. La lutte contre la pauvreté, elle est cruciale. À cet égard, il est impérieux de trouver une solution trouver des solutions à un certain nombre de points. Il est plus important, à notre avis, trouver une solution à la crise annoncée de la dette en vue de libérer de la marge budgétaire pour permettre aux États de financer des projets de développement, mobiliser des fonds pour financer la mise en œuvre des infrastructures, notamment la question de l'énergie nous semble impréalable. Aujourd'hui, la Banque mondiale estime à 650 millions de personnes en Afrique la population qui n'a pas accès à l'énergie. Je pense qu'une bonne partie de ces 650 millions sont en Afrique de l'Ouest, puisque le taux d'accès à l'énergie est en dessous de 50%. Il y a également la question de la digitalisation, l'éducation, une éducation de qualité et la formation de la jeunesse. Il y a également la modernisation de l'agriculture. Puisque ces pays vivent essentiellement de l'exploitation de ressources naturelles, il est impérieux de moderniser l'agriculture et de moderniser donc les méthodes de production. Dans donc ce dynamisme économique, le secteur privé doit jouer un rôle important. Donc il est important donc de donner une place importante au secteur privé. Et enfin, ces pays sont de plus en plus en proie aux conséquences des changements climatiques. Il faut mobiliser des financements adéquats pour lutter contre les effets des changements climatiques. L'Afrique doit faire sa part. Nos pays également doivent faire leur part pour endiguer ces solutions et bien sûr la lutte contre la corruption et les flux financiers illicites ainsi que la mobilisation de ressources intérieures pour renforcer les mécanismes de financement sont des approches. Alors peut-être avant de passer la parole
Un mot sur la francophonie. J'ai entendu la proximité avec la France. C'est des liens historiques qui sont des liens importants, des liens qui ont été à la fois économiques, culturels et politiques forts avec des acquis importants. Il faut dire que les entreprises françaises sont parmi les plus grands acteurs de l'économie dans nos pays, l'économie formelle. Elles contribuent au transfert de technologies, donc à la modernisation des économies. Elles contribuent à la création d'emplois. Elles payent des impôts dans nos pays. Notez toutefois que les populations sont désireuses que nous allions plus loin. Désormais, il s'agit de dépasser les paradigmes traditionnels pour construire des partenariats mutuellement bénéfiques axés sur des projets structurants et sur la co-construction. Il y a peut-être un mot sur le CFA, outil d'intégration économique régionale et de stabilité monétaire, dont pendant la période Covid, nous avons noté que les pays qui avaient cette monnaie en commun ont été les plus résilients. Ceux qui ont le plus résisté également à la poussée inflationniste qui s'est répandue dans notre région. Cependant, cette monnaie nécessite des réformes pour répondre aux aspirations des populations et renforcer la souveraineté des États. Donc, sur la question, je pourrais résumer et dire qu'il est évident qu'en matière de coopération économique, la France reste un partenaire clé pour le financement de projets d'infrastructure, la formation des ressources humaines et le transfert de technologies, et que la francophonie économique doit être davantage mobilisée pour créer des réseaux d'entreprises, encourager les échanges commerciaux et promouvoir l'entrepreneuriat mutuellement bénéfique. Je vous remercie. Merci beaucoup, Niala.